Bonjour. Quatrième partie de la géométrie vectorielle. Nous allons maintenant nous concentrer sur la notion de mesure. Pour l'instant, tout ce que nous savons faire, c'est par exemple déterminer si trois points sont alignés, si deux droites sont parallèles, mais curieusement, on n'est pas encore capable de déterminer si elles sont perpendiculaires. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que la géométrie euclidienne construit le parallélisme à partir de la perpendicularité. Donc il y a comme un défaut. Donc notre but là maintenant, c'est par exemple de mesurer les angles. On mesurer les longueurs aussi, mais ça on y reviendra. Mais imaginons qu'on veuille mesurer les angles. Si on veut mesurer les angles, il faudrait être capable de pouvoir les comparer à quelque chose. Par exemple, si on prend deux axes quelconques, et qu'on ne sait rien de l'angle entre eux, on a peu d'espoir de pouvoir utiliser cet angle entre les axes comme point de repère, comme référence d'un angle. Par contre, si on impose que les axes sont perpendiculaires entre eux, à ce moment-là, si on sait que c'est un angle droit, on peut comparer les autres angles à cet angle droit, et à ce moment-là, avoir un espoir de mesurer des choses. Donc, il faut donc choisir, disons, des angles, des axes qui sont assez particuliers. Si on a une structure supplémentaire, par exemple si on a des agrégats de nombres, donc par exemple Rn ou les polynômes aussi, donc si on a des structures algébriques sous-jacentes, quelque chose qui est déjà donné, à ce moment-là il est très facile de construire des repères. Alors, prenons par exemple ces espaces-là, R0, R1, R2, R3, Rn, R crochet X. Ces espaces-là, en fait, sont des espaces qui ont une structure algébrique. C'est juste des écritures purement abstraites, si on veut, d'objets, de nombres. Et puisqu'ils sont des écritures, ils ont une structure déjà donnée. Et cette structure déjà donnée nous permet de construire un repère. Alors ces ensembles, ces espaces sont à la fois des espaces sous-jacents comme l'espace euclidien et des espaces vectoriels comme l'espace vectoriel euclidien. Ils le sont en même temps parce qu'ils ont une structure. Donc l'espace euclidien, c'est un ensemble de points, l'espace vectoriel euclidien, c'est un ensemble de translations, et en fait, ici, on a une addition, prenons R2 par exemple, dans le plan, on a une addition qui est l'addition composante par composante, une action qui est la multiplication de chaque composante, donc on a déjà une structure algébrique alors que d'espace vectoriel, alors que c'est l'espace sous-jacent. Même chose pour tous les autres. En fait, tout ça vient de la structure algébrique qui est déjà présente. Donc il n'y a pas vraiment de sens de distinguer ici entre espace vectoriel et espace sous-jacent. Mais enfin, on peut le faire. R0, donc c'est un cas spécial, c'est en fait on ne prend qu'un point. Ça c'est juste la donnée d'un point, le point 0 si on veut. Et à partir de cet espace réduit à un seul point, donc un singleton, l'origine est très vite choisie, c'est l'élément 0 lui-même. Une base doit forcément être vide. Sans ça, on a un problème, c'est un espace de dimension 0 où une base est vide. R1, c'est la droite des nombres réels, donc c'est juste des nombres. L'origine, j'aurais pu ne pas mettre les parenthèses autour, c'est directement le nombre 0 lui-même. Une base, c'est directement le nombre 1 lui-même. Là, je suis obligé de mettre les parenthèses, parce que c'est un ensemble, en fait. R2, c'est la donnée, l'origine, on peut choisir le point de coordonnées 0, 0. Comme base, c'est-à-dire des repères, ici on peut choisir les points de coordonnées 1, 0 et 0, 1 dans cet ordre. Pour R3, on prend le point 0, 0, 0, puis 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 comme base. Rn, on peut généraliser la chose. Et puis on le fait d'ailleurs. Donc ça, cette origine correspond à la structure d'espace sous-jacent, il faut le donner dans l'espace sous-jacent. Et puis la base, c'est dans la structure d'espace vectoriel.
En fait, on pourrait se passer de l'origine si on s'intéresse qu'à l'espace vectoriel. Ici, de ces bases-là, de même que celle-ci, pour R crochet X, donc faisons R crochet X d'abord. Le 0, c'est le polynôme nul qu'on choisit comme origine. On a besoin de le faire que si on considère vraiment qu'il y a un espace sous-jacent. Et ici, comme base, on choisit les monômes, les monômes successifs 1, i de degré croissant, 1, x carré, x cube, x puissance 4, etc. Ces bases-là portent un nom extrêmement connu, enfin très bien connu pour tous ceux qui ont fait de l'algèbre linéaire. Vous n'avez pas encore fait d'algèbre linéaire, très probablement, mais ça viendra. Ça s'appelle, ceci, une base canonique. Chacune de ces bases est appelée la base canonique. Alors, pourquoi base canonique? Canonique, ben, ça vient de droit, hein, ça vient de c'est comme ça, en gros c'est comme ça et pas autrement. Cette base canonique, ces bases canoniques, c'est des bases qui en fait reflètent une autre structure que celle d'espace vectoriel. Donc ces bases reflètent la structure algébrique sous-jacente de ces espaces-là. Si on n'a pas ces espaces-là au départ, si on ne sait pas que c'est spécifiquement, par exemple, R2, on n'a pas de base canonique. Même s'il s'agit du plan euclidien et que le plan euclidien s'identifie à R2, mais c'est pas vraiment R2, c'est via une identification qu'il l'est. Et cette identification, elle fait appel à une base du plan euclidien. Donc il faudrait avoir une base du plan euclidien pour définir une base canonique qui serait elle-même, mais le choix de la base au départ est totalement arbitraire. Donc il n'y a pas de choix de base quand on n'a pas de structure algébrique. Il n'y a pas de base privilégiée sans structure algébrique. Ici, on a une structure algébrique, on a des bases privilégiées. C'est donc des repères privilégiés. Si on n'a pas de structure algébrique, on peut oublier. Si on ne l'a pas au départ. Dans la géométrie vectorielle, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un ensemble de points et on construit petit à petit une identification avec un espace algébrique. Il n'est pas donné au départ. Et cette identification est arbitraire. Pour chaque base, on a une identification possible. Bref, donc quand on n'est pas dans ce cas-là, comment on fait pour l'espace euclidien? Alors pour l'espace euclidien, on n'a pas de structure, mais on souhaite mesurer des distances. Et ça, c'est la notion de norme. Mesurer des angles, ça débouchera sur le produit scalaire. Mesurer des aires, des volumes ou des hypervolumes, ça donnera le déterminant. En fait, ça dépend de la dimension. On devrait dire en général la forme volume ou l'hypervolume, c'est-à-dire en gros l'aire en dimension 2, le volume en dimension 3, et puis des généralisations en dimension supérieure. Pour faire ça, il nous faut donc un repère qui a une notion d'angle droit, sans ça on ne pourra pas mesurer les angles, une notion de distance, donc il serait bon par exemple que les unités sur les axes soient toutes de longueur 1, donc en gros qu'on ait la même unité sur tous les axes et que ce soit 1, sans ça on ne peut pas vraiment avoir d'espoir de calculer des normes. Et puis aussi une orientation, parce que les angles sont orientés. On voit en trigonométrie que les angles sont orientés, ici c'est vraiment important aussi. Et ça nous donnera donc ça nous force à avoir une notion d'orientation. Même si elle est arbitraire, il faut l'imposer. Alors, pour savoir si les distances sont les bonnes sur les axes, il y a une question qui est importante, c'est est-ce que la distance est donnée au départ? Est-ce que la distance, on l'a? Alors, si on est dans un espace euclidien, normalement, oui. Oui, il y a bien une distance qui est donnée, mais on peut se demander comment elle est donnée. Quand on regarde les axiomes de la géométrie euclidienne, il y a un axiome qui dit « une distance existe ». Joie, ça nous dit pas exactement ce qu'elle est. Alors, il y a deux façons. Soit on donne vraiment la distance, une fonction distance, donc on sait qu'elle existe, et puis donc on peut construire la distance 1, soit on dit, ces deux points-là, on prend deux points, puis on décrète qu'ils sont à une distance 1.
Et à partir de là, on peut construire la notion de distance en général, et avant ça, la notion de repère orthonormé. Donc, la distance est-elle donnée? Ça, c'est un point de détail, ça dépend de quoi on part. Si on part, par exemple, d'un mètre étalon, dans la réalité, on a un mètre étalon qui nous définit ce qu'est un mètre, à ce moment-là, oui, la distance est donnée, mais si on n'a pas de mètre étalon, il faut qu'on se débrouille à partir de 2 points, et on décrète ces 2 points sont pour nous notre mètre étalon. Voilà, donc si la distance est-elle donnée, ça c'est un point qui peut être très perturbant au début, on part de quoi? Mais en fait, de toute façon, quelles que soient les choses données au départ, très vite on arrive à contourner le problème. Je vous montrerai à partir de 2 points quelconques comment construire un repère la prochaine fois. Donc un repère orthonormé, positivement orienté, donc il a ses axes qui forment des angles droits, parce qu'on veut pouvoir comparer les angles. Les unités des axes sont de longueur 1, donc préciser dans quel sens, et il y a une orientation positive de la base, c'est-à-dire toutes ces bases-là, si vous regardez bien, elles sont ordonnées, et il faut bien sûr maintenir l'ordre dans nos bases. Il y a un premier vecteur de base, un deuxième vecteur de base, un troisième, etc., etc., etc. Il faut vraiment les donner dans l'ordre. J'ai mis un S, hein, vous corrigerez, vous ne regardez pas les fautes d'orthographe. Donc, l'orientation, elle est donnée en 2D par les conventions suivantes. Il faut poser des conventions pour dire ce qu'est l'orientation. L'orientation positive, c'est le sens positif de la trigonométrie, c'est-à-dire on va du premier vecteur de base au deuxième vecteur de base dans le sens positif de la trigonométrie. C'est aussi le sens anti-horaire. Le sens négatif, du coup, c'est le sens horaire. En 3D, on a une autre convention, c'est la règle de la main droite, c'est-à-dire on va aligner nos axes sur une main droite. On va voir ça dans un instant. Donc, voilà, ça c'est en 2D, vous avez un premier vecteur de base et un deuxième vecteur de base, et on va dans le sens positif de la trigonométrie, donc comme ça, et il faut donc que ça c'est une base bien orientée, et si on la donne dans l'autre sens, elle est orientée négativement. Pour la règle de la main droite, il faut être capable de faire la chose suivante pour dire qu'un repère est bien orienté. Si on arrive à aligner son pouce sur l'axe des X dans le bon sens, hein, son index sur l'axe des Y et son majeur sur l'axe des Z, à ce moment-là, c'est positivement orienté. Si on n'y arrive pas, alors en fait ça s'alignerait dans ce cas sur la main gauche et on aurait un repère négativement orienté. Voilà, en gros, ce qu'il y a à retenir sur les repères orthonormés. Et ces repères orthonormés, donc je vous rappelle, ça doit être à angle droit, ça doit être des axes qui ont des bonnes unités de longueur 1, des unités 1, et on doit pouvoir les aligner avec la main droite ou dans le sens de la trigonométrie. Vous pourriez me poser la question, qu'est-ce qui se passe en dimension supérieure, parce qu'on n'a pas de main droite en 4 dimensions. Et alors, l'orientation aussi existe en dimension 4, hein, il y a une orientation positive et une orientation négative, mais elle est un peu arbitraire, légèrement arbitraire. Il faut qu'on la choisisse, en fait. On choisit une orientation, et l'autre orientation, c'est la négative. Donc on a une orientation positive et une orientation négative. Mais en général, il est vrai qu'en dimension supérieure, on utilise très souvent des espaces de ce genre-là, des espaces qui ont déjà une structure algébrique, et l'orientation est fournie par la base canonique. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt pour la construction d'un repère à partir de pas grand-chose.